Mon invité ce matin, Hervé Mariton, candidat député de la Drôme et candidat à la présidence de l'UMP. Hervé Mariton, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous devez être un peu dépité, désabusé ce matin, non? Non? Si, parce que moi j'aime la politique quand ce sont des débats de fond. Je suis engagé dans le combat pour la présidence de l'UMP parce qu'il faut redresser un parti. Et puis, au lieu de débattre de cela, on est très encombré aujourd'hui par des commentaires sur des conversations, des démentis sur des conversations. C'est pas la vision que j'ai de la politique, c'est pas pour cela que je me suis engagé en politique, c'est pas pour cela que les militants de l'UMP font de la politique. C'est triste, il y a tant à faire pour notre pays, redresser notre économie, affirmer les valeurs. Et au lieu de cela, on en est réduit à des discussions de cours de récréation sur qu'a-t-il dit à ton copain. C'est assez triste. Bien, alors on va en parler dans un instant, on va parler de votre programme, de vos idées, mais auparavant, deux rendez-vous. Loïc Perron qui va être peut-être en direct, je ne sais pas, dans un instant, mais tout de suite, je voudrais, avant, vous faire écouter la conversation que j'ai eue ce matin sur RMC Découverte dès 7h10 avec l'un des deux journalistes du Monde, Gérard Davet en l'occurrence, qui ont rencontré, nos confrères, qui ont rencontré Jean-Pierre Jouyet, qui est secrétaire général de l'Élysée. C'était le 20 septembre dernier, et lors de cette conversation enregistrée, Jean-Pierre Jouyet leur a fait part de ce fameux déjeuner du 24 juin avec François Fillon. Écoutez, moi j'ai écouté ce matin l'enregistrement, voilà la conversation que j'ai eue ce matin avec Gérard Davet. Vous venez de me faire écouter sur votre ordinateur, disons clairement les choses, cette conversation qui confirme en tout point ce que vous écrivez dans le livre. Donc vous êtes serein. Pour l'instant, la justice ne vous a pas demandé les bandes? Non, pas encore. Pas encore? Pas encore, mais le jour où elle le fera, elle les aura. Elle les aura. Ça me paraît logique. Mais dans tous les cas, c'est clair. Encore une fois, je viens d'écouter ces bandes. Donc vous ne voulez pas les rendre publiques. Pourquoi? Parce que la justice pourrait vous les demander? Parce que la justice peut les demander, parce que ces bandes ont un statut particulier, elles peuvent servir de preuve dans une procédure judiciaire. Et puis par ailleurs, il fallait qu'on en discute tranquillement et sereinement avec nos avocats. Et enfin, dernière chose, nous ne voulons pas agir sous la pression de quiconque, qu'elle soit médiatique, politique et autres. Donc on travaille sereinement. Ce que vous disiez au début est très important, Jean-Jacques. Pour nous, cette affaire est certes importante, c'est une affaire d'État maintenant, mais elle ne doit pas occulter le contenu du livre Sarko s'est tué, que nous publions avec Fabrice Lhomme. C'est un livre que je considère comme étant un livre choc, important, avec de nombreuses révélations sur le système sarkozyste. Et l'affaire Fillon n'est qu'un épiphénomène. Un épiphénomène. On va parler de l'affaire Fillon, puis dans la deuxième partie, on parlera du livre, ce qu'il contient. Mais Gérard Davet, nous sommes donc au mois de septembre, le 20 je crois. Hein. Tout à fait. Le 20 septembre dernier, vous avez demandé un rendez-vous à Jean-Pierre Jouyet, qui est secrétaire général de l'Élysée. Vous êtes avec lui dans son bureau? Tout à fait. Non, dans un bureau annexe, puisque c'était les journées du patrimoine. Bon, dans un bureau annexe, vous êtes tous les trois. Vous le prévenez que vous enregistrez la conversation. On arrive avec Fabrice Lhomme. C'est un rendez-vous qui est officiel et calé. Il faut bien comprendre qu'on le rencontre dans le cadre d'un livre que nous préparons sur le quinquennat François Hollande. Et durant la conversation qui dure environ 1 heure, nous lui parlons d'un deuxième livre que nous préparons, qui est donc Sarko s'est tué. Et on lui dit, à ce moment-là, vos propos seront reproduits. Donc nous sommes devant lui avec nos carnets, nos stylos, 2 téléphones dictaphones posés devant lui. Les questions sont claires et précises et on lui demande très précisément de confirmer une information que nous avons déjà, ce qui explique, vous avez écouté la bande Jean-Jacques, ce qui explique qu'ils nous répondent à une information en nous disant vous êtes très bien informé. Vous êtes très bien informé. Informé de quoi? De ce déjeuner qui a eu lieu au mois de juin entre Jean-Pierre Jouyet, François Fillon, l'ancien directeur de cabinet adjoint, je crois, de François Fillon. Voilà, et le quatrième convive. Il n'y a pas de quatrième convive. 3 convives ce jour-là. Et au cours de ce déjeuner, François Fillon et Jean-Pierre Jouyet ont parlé du financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Oui, soyons clairs, je n'étais pas à ce déjeuner. Simplement, nous, on a eu l'information que ce déjeuner avait eu lieu, que François Fillon avait demandé des choses à Jean-Pierre Jouyet. Donc notre démarche journalistique, Jean-Jacques, est d'aller voir d'abord M. Fillon, qui refuse de nous voir, ensuite d'aller voir M. Jouyet, qui accepte de nous rencontrer et qui nous confirme
confirme l'information que nous avions, à savoir que dans ces déjeuners, il y a eu 2 phases. Première phase, Monsieur Fillon parle de la situation qu'il vient de découvrir à l'UMP. Il vient d'arriver à la tête de l'UMP, un chaos indescriptible. Et ensuite, deuxième phase, il demande à Jean-Pierre Jouyet, concrètement, mais agissez vite. Vous savez bien, Jean-Pierre, ils se connaissent bien tous les deux, que si vous n'agissez pas vite, eh bien, Nicolas Sarkozy va revenir en politique. Oui, j'entends ce que dit Jean-Pierre Jouyet. J'ai écouté la bande, c'est exactement ce qu'il dit. Oui. Exactement. Jean-Pierre Jouyet rapporte, François Fillon a insisté, il faut taper vite, taper vite. Jean-Pierre, tu as bien conscience que si vous ne tapez pas vite, vous allez le laisser revenir. Oui. C'est ce que François Fillon a dit à Jean-Pierre Jouyet. Enfin, c'est Jean-Pierre Jouyet qui dit cela, oui, encore une fois. On est bien d'accord. Alors, qui ment, Fillon, Jouyet? Apparemment, il avait l'air sincère sur la bande, Jean-Pierre Jouyet. Il avait l'air plus que sincère. Et par ailleurs, chose importante, parce que c'est une démarche journalistique que nous avons eue avec Fabrice Lhomme, nous avons confirmé ce que nous a dit M. Jouyet. C'est-à-dire que nous avons confirmé à l'Élysée que la demande de M. Fillon avait été transmise jusqu'au président de la République, François Hollande, et que celui-ci avait répondu « Non, on n'intervient pas sur la justice ». Nous avons eu cette confirmation. Donc il n'y a pas que Jean-Pierre Jouyet. Hervé Mariton. C'est long. Et je pense honnêtement, je vous le dis respectueusement, Jean-Jacques, je pense honnêtement que le plus grand nombre de vos auditeurs ne se passionnent pas à ce point pour ce genre de débat. Je ne dis pas que c'est insignifiant, je le crois. Vous croyez que c'est insignifiant? Donc un ancien Premier ministre. Je viens de vous dire, je ne dis pas que c'est insignifiant. Mais je pense que qu'est-ce qu'un tel a dit dans une conversation privée? De quelle manière est-ce que ça a été rapporté à des journalistes? Ça n'est pas insignifiant, mais franchement, ça n'est pas l'essentiel. Et je pense que les hommes et les femmes solides qui vous écoutent le matin ont bien d'autres soucis et bien d'autres sujets que cela. C'est beaucoup de temps. Oui, mais Hervé Mariton, de temps pour des questions. Non, on est bien d'accord. Mais Hervé Mariton, c'est un ancien Premier ministre. Oui, oui. Et de l'autre côté, c'est le secrétaire général de l'Élysée, le numéro 2 de l'Élysée. Je comprends cela. Bon. D'abord, est-ce que vous pensez que François Fillon a pu dire ça? Non, je ne pense pas. Et franchement, honnêtement, je donne toute ma confiance. Je donne toute ma confiance à François Fillon. Honnêtement, c'est pas ce que vous dites. Honnêtement. Mais écoutez, moi je vous dis que je n'ai aucune raison d'imputer à cela à François Fillon. Je pense que François Fillon n'a jamais dit, il n'aurait jamais dit ça. Cela, et je pense que François Fillon est suffisamment intelligent pour ne pas dire cela, ni pour le penser, ni pour le dire. Article 1, article 2. Aujourd'hui, le débat porte sur si je comprends bien, est-ce que le secrétaire général de l'Élysée a fait une relation exacte ou non d'une conversation qu'il a eue avec l'ancien Premier ministre? Qui peut répondre à cette question? Pas grand monde. L'une des 3 personnes qui étaient au déjeuner. Franchement, on est dans des débats où j'hésite, alors je veux être aimable, entre le fait de savoir si on est sur des questions institutionnelles majeures ou des discussions de cours de récréation assez peu significatives. Connivence. Connivence. Pardon. Connivence, mais c'est important. Pourquoi? Parce que si François Fillon a dit, si Jean-Pierre Jouyet dit vrai, si François Fillon a dit ce que rapporte Jean-Pierre Jouyet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il pense, François Fillon, que l'Élysée peut influer sur les affaires de justice? Justement, je pense François Fillon suffisamment intelligent, et sur le plan stratégique, et sur le plan tactique. Sur le plan tactique, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Sur le plan stratégique. Sur le plan stratégique, parce qu'il sait que de toute manière, l'Élysée ne peut pas intervenir pour ne pas demander cela. L'Élysée n'a jamais pu intervenir et ne peut pas intervenir sur la justice? Je ne suis pas un garçon naïf, mais je pense aussi que l'autorité judiciaire a ses forces, a ses réflexes et a ses manières de faire. Et je pense réellement que dans une situation de ce type, l'Élysée ne pouvait pas intervenir. J'ai par ailleurs beaucoup de critiques à faire sur le fonctionnement de l'Élysée aujourd'hui. La gestion économique de notre pays est absolument catastrophique. Il y a des Français désespérés s'agissant de l'emploi. Les valeurs les plus fondamentales, la famille, ont été abîmées. Il y a un point sur lequel, peut-être suis-je extrêmement naïf, mais j'ai plutôt le sentiment que François Hollande se tient à une ligne qui est de ne pas être interventionniste à l'égard de l'autorité judiciaire. Peut-être suis-je naïf, mais peut-être aussi si on veut avancer et si on veut proposer des choses fortes en politique, il faut garder un peu de fraîcheur. Alors parlons de l'UMP, Hervé Mariton, puisque vous êtes candidat à la présidence de l'UMP. Dans la première partie de cette conversation, selon Jean-Pierre Jouyet, François Fillon aurait parlé de la comptabilité de l'UMP et de l'impossibilité d'établir une vraie comptabilité.
comptabilité de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Ça vous surprend ou pas? D'abord, j'ai du mal à faire de Jean-Pierre Jouyet l'interprète de l'analyse de la situation de l'UMP. Ensuite, est-ce que l'UMP est dans une organisation solide? La réponse est non. C'est aussi pour cela que je suis candidat à la présidence de l'UMP, pour redresser un parti qui mérite qu'on s'y consacre. C'est aussi pour cela que je dis que seul un candidat qui prenne l'engagement comme président de l'UMP de ne pas être candidat aux primaires peut s'y atteler véritablement. Des 3 candidats, je suis le seul à dire cela. Ça veut dire que c'était flou? Ça veut dire que toute cette comptabilité est floue? Cela veut dire que sur l'organisation de l'UMP globalement, et la fonction financière n'y échappe pas, jamais la dose nécessaire de professionnalisme n'a été mise. L'UMP est une organisation qui ne fonctionne pas de manière pro. C'est une réalité, il est urgent de mettre du professionnalisme dans le fonctionnement de l'UMP. Parce que personne ne s'y est suffisamment attaché. Parce que vous aviez un patron à l'UMP, Jean-François Copé. Hélas, en politique... Vous aviez un candidat à la présidence, Nicolas Sarkozy. Jean-Jacques Bourdin. Parce que en France, les gens ont tendance à regarder les affaires de statut en politique ou de fonctionnement ordinaire de bien haut. J'ai entendu dans des réunions de l'UMP des parlementaires éminents dire les statuts on s'en fout, on est là pour faire de la politique. Et bien quand on fait ça, on est rattrapé par la patrouille. Parce que dans un système politique où sitôt une responsabilité acquise, les gens à droite et souvent à gauche sont immédiatement précipités vers la responsabilité suivante en déséquilibre permanent comme un coureur maladroit, et bien alors jamais l'énergie n'est mise pour rétablir les choses solidement. C'est pour cela, je le redis, président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires, c'est tout de même un argument fondamental pour ma candidature, de même que les engagements de fond que je prends. Alors je vais revenir, mais une dernière question sur cette affaire. Jean-Pierre Jouyet doit-il démissionner? Je ne veux pas jouer les procureurs. Je pense tout de même qu'aujourd'hui, Jean-Pierre Jouyet est en effet dans une situation extrêmement inconfortable. Ce garçon me paraît un homme de qualité, au demeurant par ailleurs, mais me paraît extrêmement volubile sur des faits qui sont tout de même d'une envergure. En effet, vous l'avez souligné, donc je pense que... Ils sont quand même d'une grande envergure. Parce que ça met en cause la parole politique, pardon, mais pardon. J'ai compris. Mais c'est tout ce que les Français détestent. Ce que les Français c'est aussi que la politique navigue dans ce genre de marigola. Oui, c'est vous. C'est Jean-Pierre Jouyet et François Fillon qui vont déjeuner ensemble. C'est pas vous et moi, on ne déjeunera jamais ensemble, Hervé Mariton. Peut-être dans une autre vie. Oui, je pense. Dans une autre vie peut-être, mais pas tant que nous exerçons les métiers que nous exerçons, ou les fonctions. Je peux tout à fait respecter. Je peux tout à fait respecter cette discipline et cette rigueur. Je suis un homme de rigueur. Je dis que l'autorité de Jean-Pierre Jouyet, manifestement, aujourd'hui est atteinte. Je dis aussi, Jean-Jacques Bourdin, qu'hélas, tout ça fait mal. Et la réputation de François Fillon est atteinte aussi. Qu'hélas, non mais attendez, il ne suffit pas d'un racontard par quelqu'un, fût-il Jean-Pierre Jouyet, pour que cela atteigne la réputation d'un autre, etc. À un moment, on est dans l'amalgame qui est aussi une forme détestable de la vie politique. Oui, détestable. Alors l'UMP, parlons-en. Tiens, vous avez 2 concurrents à l'UMP, qui sont Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire. Bruno Le Maire ne sera pas candidat aux primaires. Il ne l'a pas dit. Oui, il dit pas ça comme ça. Vous avez essayé de lui faire dire. Oui, j'ai essayé de lui faire dire. Non, mais je veux tout de même, parce que je pense en effet que l'engagement que je prends, je suis le seul des 3 à le prendre, est un élément important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 autres veulent se servir de cette élection à la présidence de l'UMP pour être candidat aux primaires et peut-être un jour président de la République. La réponse est oui. D'ailleurs, les choses... Nicolas Sarkozy, c'est évident. Bruno Le Maire, qui est par ailleurs un homme de qualité, avait échoué en 2012 à être candidat à la présidence de l'UMP. Il n'avait pas rassemblé les parrainages nécessaires et immédiatement, il a constitué des équipes dans la perspective de la préparation des primaires. C'est tout à fait légitime. Mais aujourd'hui, quand vous lui posez la question, il ne répond jamais clairement à cette question. Mais moi, je suis un garçon clair. Et je dis en effet que sur les 3 candidats, j'ai un certain nombre d'atouts. Président de l'UMP, je ne serai pas candidat aux primaires. On nous parle de l'affaire Big Malion. Des 3 candidats, je suis le seul à ne pas avoir été en affaire avec Big Malion. Sur le projet, je fais des réponses claires. Quand on interroge Nicolas Sarkozy sur la famille, personne ne comprend sa réponse. Quand Bruno Le Maire est interrogé sur la fiscalité, il était interrogé l'autre jour, telle ou telle réforme, il répond c'est envisageable. Ben non, en politique on ne dit pas que les choses sont envisageables. C'est oui ou c'est non. Est-ce que je suis favorable à des économies budgétaires vigoureuses pour réduire les impôts et réduire les déficits? La réponse est oui. Est-ce que pour fixer des richesses dans notre pays, je suis favorable à la suppression de l'ISF? C'est pas très populaire comme mesure. Mais à cette question je réponds oui. Quand mon concurrent répond c'est envisageable, c'est pas sérieux. Bien. Alors à propos, tiens, puisqu'on parle de social, de fiscalité, d'économie, le MEDEF propose aux syndicats et propose au gouvernement et aux candidats à toutes les élections de pouvoir licencier sans justification. Vous êtes d'accord ou pas?
Je considère qu'il faut assouplir le droit du travail. Je considère que aujourd'hui, on a des rigidités qui sont absolument surréalistes. Bayrou ensuite m'a piqué l'idée, mais en politique, il n'y a pas de droit d'auteur. J'avais moi-même été au bureau de poste de l'Assemblée, peser le code du travail suisse, 191 grammes, comparé au 1,546 kg du code français. Pour autant dire qu'il ne doit y avoir aucun motif, la réponse est non. Un salarié, ça n'est pas un Kleenex. Donc assouplir le droit du travail, la réponse est oui. Modifier, je pense, au-delà, c'est un débat fondamental. À certains égards, je pense qu'on est dans la fin du salariat. Chacun d'entre nous doit être bien davantage responsable de sa vie, de son engagement économique aussi. Et je pense que c'est beaucoup de règles du salariat qui doivent évoluer. Et ce que ça veut dire, tant qu'on a un contrat de travail tel qu'il existe aujourd'hui, qu'on doit pouvoir licencier les gens sans motif, la réponse est non. Bien. Hervé Mariton, juste quelques mots, j'y pensais. Cette élection à la présidence de l'UMP, dites-moi, elle va se dérouler d'une manière très claire, franchement? Écoutez, vous avez des doutes ou pas? Non, je pose des questions et à ces questions, je n'ai pas toujours de réponse. Je pense, pour tout vous dire, davantage par incompétence que par malice. Un jour, j'avais une discussion avec Christine Lagarde et elle m'avait répondu, écoute Hervé, entre complot et conneries, c'est plus souvent conneries. Bon, sage principe, Christine Lagarde est une femme de qualité. Dans le cas qui nous occupe, il se trouve que j'ai autour de moi un certain nombre de compétences très affûtées dans le domaine de l'informatique et que j'ai posé une liste de questions techniques sur le déroulement du vote électronique. Plusieurs semaines après, j'ai toujours pas de réponse. Est-ce que c'est un complot? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a quelque part vous avez donc des doutes techniques? Vous avez des doutes sur la bonne qualité de J'ai des doutes sur la compétence technique mise en œuvre pour dérouler ce vote important. Et écoutez, en même temps, moi je suis candidat à une élection, je débat sur le fond, je ne vais pas passer mon temps à demander à l'arbitre d'intervenir. Je suis dans le combat à fond. L'organisation du MP, faire en sorte qu'on ait une organisation pro, le projet conquérant et rassurant, le niveau de vie et le mode de vie de nos concitoyens. Les éléments d'organisation du scrutin, eh bien je suggère ensuite tout de même qu'on les regarde de près pour faire en sorte qu'on n'ait pas les mêmes problèmes au moment des primaires. Et nous n'aurons pas les résultats département par département. Non, c'est dommage parce que je souhaite que le vote électronique, c'est tout de même comme ça que les Français le comprennent, y compris les militants, que le vote électronique ce soit un progrès et pas un recul. Un progrès en termes de transparence, si ça peut l'être, en termes de rapidité et d'économie, peut-être, et que aussi, ça fait partie de la vie politique, chacun sache comment on a voté, que ce soit dans le Gard, dans la Drôme ou dans les Hauts-de-Seine. Malheureusement, ça sera manifestement pas le cas, je le regrette. Bien, nouveau délai, c'est une information BFM TV que nous donnons ce matin. Bruxelles est prêt à accorder un nouveau délai sur le budget de la France, mais demanderait à la France une garantie de 4 milliards d'euros qu'on irait, une caution en quelque sorte, à apporter à la Banque Centrale Européenne. Mais c'est ça le sujet. Le sujet, c'est pas les conversations de Juillet et de Fillon. Oui, le sujet, c'est pas non plus les grandes dissertations. Les sujets, c'est vous qui les créez. Pardon. Jean-Luc Baudin, ça n'est pas non plus. Moi, j'essaye d'être utile dans ce débat et utile à mon pays. Le sujet, c'est pas non plus les dissertations de Nicolas Sarkozy sur la République. Parce qu'en France, la République n'est pas en danger. Vous n'avez pas aimé son discours de... Je trouve que c'est beaucoup trop général. Et je pense que les Français qui nous écoutent, il n'y en a aucun qui se dit la République est en danger. Mais il y en a beaucoup qui se disent la France est en péril. Notre budget, vous venez de le démontrer, est en réalité sous la tutelle de Bruxelles. Nous sommes dans une situation économique catastrophique, une situation de l'emploi qui est lamentable. Et François Hollande en a une grave responsabilité. Nous sommes dans une situation budgétaire périlleuse. Nous sommes désormais, vous venez de le démontrer, sous la tutelle de Bruxelles, avec un président de la République qui se comporte comme un alcoolique qui dit non, non, c'est la dernière fois. Comme un alcoolique. Oui, par rapport à l'impôt. Vous savez, l'alcoolique qui dit je vais m'arrêter de boire, mais encore un verre. Là, il a dit je vais m'arrêter de faire payer des impôts supplémentaires, mais encore un verre. Dans le budget 2015, dans la loi de finances rectificative pour 2014, dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, il y a de nouveau des prélèvements supplémentaires. Et ces prélèvements supplémentaires seront payés par les Français de nouveau en 2015, en 2016 et dans les années qui viennent. Il y a des impasses budgétaires majeures. Madame Royal, qui méprise la signature de l'État, l'écotaxe, Ecomove, le nucléaire. Il y a là-dedans des dizaines de milliards d'euros de dettes implicites. Une situation gravissime par ailleurs, car pour la première fois, au moment de la privatisation de l'aéroport de Toulouse, les proposants, les candidats étrangers se retirent, car la signature de l'État ne vaut rien. Et pire encore, sur les candidatures qui restent, et une seule étrangère chinoise, plus pour des raisons d'espionnage industriel, Airbus, que pour l'aéroport de Toulouse en tant que tel, pour la première fois apparaît une demande des banques auprès des candidats d'un risque pays. La France est devenue une république bananière. Ça veut dire que jusqu'à présent en France, au moins, la signature de l'État était respectée. Il y avait des risques économiques
économique que les banques aient payé. Mais il n'y avait pas de risque pays. Et pour la première fois, les entreprises candidates à la privatisation d'Aéroports de Toulouse vont devoir payer un risque pays. À quel niveau notre économie est-elle tombée? C'est ça le sujet. C'est pas la réforme des institutions, c'est pas une dissertation sur la République, c'est pas le renouveau tel qu'un autre candidat à la présidence de l'UMP le propose en disant faut des limites sur le cumul des mandats, le nombre de mandats qu'on peut exercer et des choses de ce type-là. La réalité, c'est avoir un parti solide, une comptabilité en effet qui tienne la route, pro, avec des cartes qui arrivent dans les délais, avec des gens auxquels on répond au téléphone, on répond à leur courrier. Et on garde l'UMP. Mais oui, parce qu'il y a la mécanique qu'il faut changer profondément. Et quand il y a autant de pièces mécaniques à changer, on ne commence pas par modifier la carrosserie. Merci Hervé Mariton d'être venu nous voir ce matin.